En ce début de week-end, Congo 26 Télévision présente dans vos salons pour vous informer. Au menu de ce journal, COP30, la RDC, pays solution, Félix Tshisekedi sur la guerre contre l'écologie dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'agression rwandaise porte gravement atteinte à la lutte contre le réchauffement climatique. Le chef de l'État congolais attire l'attention du monde sur l'écocide dans son pays. À l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara dépose sa candidature au poste de président de cette institution. Candidat unique de la majorité parlementaire, Aimé Boji était accompagné de plusieurs élus nationaux de l'Union sacrée de la nation. Et puis à Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki rassure sur l'achèvement des travaux du pont Kabu. Selon les gouverneurs de la capitale congolaise, l'ouvrage pourrait être prêt dans les 30 jours prochains. C'est tout pour le sommaire. Madame, Messieurs, bienvenue à cette session d'information. À Belém, au cœur de l'Amazonie, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé la vision de la RDC comme pays solution dans la lutte mondiale contre le réchauffement climatique. S'adressant au chef d'État réuni pour la COP30, il a insisté sur l'urgence d'un financement annuel de 35 milliards de dollars américains en faveur des pays qui protègent les forêts tropicales. Le chef de l'État a par ailleurs dénoncé l'écocide en cours dans l'est du pays, conséquence de l'agression rwandaise, mettant en garde contre les effets dévastateurs de la destruction des forêts primaires et des tourbières sur l'équilibre climatique mondial. Suivez cet extrait choisi du président de la République de son discours tel que sélectionné par Merdi Mirindi Moulangala. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo porte légitimement l'ambition d'être un pôle énergétique propre pour l'Afrique. Nous disposons d'un potentiel hydroélectrique exceptionnel avec plus de 44 000 mégawatts sur le seul site du Grand Tinga. Ce potentiel est destiné non seulement à alimenter notre économie nationale, mais aussi à contribuer à l'électrification verte du continent africain. L'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle, est engagé à implémenter des mini-réseaux solaires ruraux. À travers le fonds Mwinda, mon pays est engagé à augmenter le taux d'accès à l'électricité aux ménages, dont une approche inclusive. Mesdames et messieurs, l'agression que subit mon pays est aussi une guerre écologique en ce qu'elle détruit nos forêts, nos aires protégées, nos parcs. Mon pays comprend donc la pleine portée de l'initiative de Vanuatu, de Fidji et de Samoa visant à reconnaître l'écocide comme un crime international autonome. Détruire délibérément une forêt primaire, une tourbière millénaire ou une aire protégée essentielle au stockage de carbone revient à compromettre l'avenir de l'humanité. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme je l'ai mentionné à l'entame de mon propos, nous devons agir. Je recommande l'application effective des engagements pris à Bakou, en l'occurrence le décaissement des 300 milliards de dollars par an. Je formule vivement le vœu que la COP30, ici à Belém, marque un départ dans notre volonté commune de léguer aux générations futures une planète où il fera beau vivre. Pour ce faire, il nous faut agir maintenant dans un cadre multilatéral fondé sur le respect des engagements, la justice climatique et l'équité. Je vous remercie. Environnement, la ministre déléguée en charge de l'économie du climat Arlette Bahati-Tito a échangé avec la chef de la délégation des Rainforest Foundation, Victoria Moriti. Les discussions ont tourné autour d'un rapport documentaire contenant des incohérences diffusées récemment sur les réseaux sociaux par cette structure abordant les crédits carbone, une matière pourtant sensible. Arlette Bahati-Tito a tenu à apporter des éclaircissements sur ce dossier. Suivez.
Dans un monde où la lutte contre le changement climatique devient de plus en plus cruciale, la gestion de crédit carbone émerge comme un enjeu clé pour le développement durable. À Kinshasa, la ministre déléguée à l'environnement Arlette Bahati-Tito prend le rêne d'un débat essentiel en recevant une délégation de Rainforest Foundation, conduite par Madame Victoria Moretti. Était également présent à cette réunion Jean Moliba, président du conseil d'administration de l'autorité de régulation du marché carbone. Au cœur des échanges, un rapport documentaire produit par Rainforest Foundation, récemment diffusé sur les réseaux sociaux. Celui-ci aborde la gestion du crédit carbone en RDC, une thématique sensible qui a suscité la réaction des autorités. Face aux inquiétudes soulevées, la ministre déléguée a apporté des clarifications et a annoncé l'organisation d'une mission officielle sur le terrain. Content de cette initiative que Madame la ministre vient de le communiquer et je pense que voilà, nous voulons vraiment rester à côté et à continuer à accompagner le gouvernement, d'améliorer et soit de dater ce qui est vraiment la situation sur le terrain et de continuer à améliorer l'industrie du marché carbone en RDC. Nous avons invité officiellement pour qu'ils viennent un peu, qu'on en parle, mais également essayer d'examiner tous les éléments qui sont contenus dans les rapports. Et nous estimons en tant que partenaires, dans les jours à venir, ils doivent nous communiquer officiellement, au lieu que ça passe par les réseaux sociaux. Et nous avons promis quand même de faire une mission sur le terrain qui va être une mission mixte. Et à notre retour, nous allons faire un rapport dans un meilleur délai. Madame Victoria Moretti a salué l'ouverture et le pragmatisme de la ministre déléguée tout en réaffirmant l'engagement de sa fondation de travailler en synergie avec le gouvernement congolais pour l'amélioration de la gouvernance du marché de carbone en RDC. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, s'est expliqué devant les élus nationaux jeudi 6 novembre sur l'évolution du franc congolais en réponse à une question orale à ce sujet au cours d'une plénière. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo a donné des détails sur les fondements juridiques, économiques et psychologiques liés au rôle de la monnaie nationale. Il est revenu sur les causes ainsi que les mesures engagées pour stabiliser le taux de change et de restaurer la confiance du peuple. Suivez. Dans sa réplique sur la question d'actualité sur l'appréciation du franc congolais qui n'impacte toujours pas les sociales de la population, André Ouamesso, gouverneur de la Banque centrale du Congo, a été clair devant les élus nationaux. Selon lui, l'appréciation de la monnaie nationale face à la devise étrangère et sa dépréciation de façon inexpliquée provoque automatiquement la perte du pouvoir d'achat. André Ouamesso précise que la Banque centrale du Congo veille à protéger la monnaie locale selon l'article 1 de la Constitution alinéa 6 qui stipule que les transactions se dénouent en francs congolais, de même que le prix doivent être affichés en monnaie locale. Il faut tout simplement que notre population, nos entreprises intègrent le fait qu'ils peuvent et ils doivent consommer en francs. Je ne leur demande pas de tout basculer, mais au moins d'avoir une partie de leur économie en francs congolais, une partie des transactions qu'ils doivent faire en francs congolais. À la question sur l'augmentation du prix des litres du carburant à la pompe malgré la baisse du taux d'échange sur le marché, André Ouamesso, conscient de cette triste réalité, a recommandé l'utilisation de la monnaie locale. Mais une baisse de 10% du carburant en francs, si vous devez acheter ce carburant en dollars, alors que le dollar s'est déprécié de 27%, c'est une augmentation du prix du carburant de 17%. Ça aussi, la population doit l'intégrer. Et toutes les personnes qui se plaignent de l'appréciation du franc congolais, ce sont des personnes, au fait, qui dépensent en dollars. Ils doivent dépenser dans la monnaie nationale. Visiblement, les éléments des réponses présentés par les gestionnaires de la Banque centrale du Congo n'ont pas convaincu les élus nationaux concernés eux aussi par la même situation.
Aimé Boji Songara, cadre de l'Union sacrée de la Nation, a officiellement déposé hier jeudi 6 novembre sa candidature au poste de président de l'Assemblée nationale. C'est le président AI de la Chambre basse du Parlement, Jean-Claude Chilumbaï, qui a réceptionné son dossier au Palais du Peuple, siège de l'institution de la commune de Lingouala à Kinshasa, en présence du secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, et de plusieurs députés membres de cette plateforme politique. Appelé à succéder à Vital Kamerhe, Aimé Boji est présenté comme le candidat du consensus au sein de la majorité parlementaire. Contrôle parlementaire, la commission des infrastructures aménagement du territoire du Sénat était à pied d'œuvre ce vendredi 7 novembre, accompagnée par une forte équipe de l'Office de voirie et drainage OVD, conduite par son directeur général adjoint Vena Boromé. Des élus ont voulu palper du doigt la raison du blocage des travaux du projet d'asphaltage des avenues Colomba et 7 de la municipalité de Massina, lancé depuis 2022 et censé désengorger le boulevard Lumumba, réputé pour ses embouteillages. Un véritable parcours de combattants qui a révélé plusieurs faiblesses dans l'exécution de projets lancés depuis avril 2022. Des faiblesses d'ordre de coordination entre les acteurs impliqués dans le projet, entre autres les régimes, la SNEL et CEP Congo. Les horaires des sénateurs ont promis, les honorables sénateurs plutôt ont promis d'user de leur pouvoir pour pousser probablement et parallèlement le parachèvement du projet. Le propos recueilli par Armand Bouka et Joseph Ikati. Nous sommes la commission des infrastructures et aménagement du territoire du Sénat. Nous sommes venus ici dans le cadre du contrôle parlementaire pour voir ce qui se passe sur le terrain. On parle bien de ce projet ici qui doit désengorger l'avenue, le boulevard Lumumba. Mais depuis qu'on a commencé ce projet, ça fait depuis 2022 si je ne m'abuse, pour un contrat de 2 ans, nous avons dépassé les 2 ans, les projets ne se terminent pas. Depuis avril 2022, nous sommes aujourd'hui en novembre 2025. Quel est le problème? Nous sommes venus constater. Les éléments que nous avons sur le terrain nous montrent qu'il y a beaucoup de faiblesses, si je peux dire ça comme ça. Entre autres, le manque de coordination entre les divers acteurs qui sont impliqués dans les projets. Il s'agit de la Régie des eaux, de la SNEL, CEP Congo, qui d'autres. Il n'y a pas une coordination. Si bien que les travaux ne peuvent pas suivre le rythme voulu. Je vous donne l'exemple là où nous nous trouvons. CEP Congo, qui a empiété sur l'emprise de la route et qui bloque maintenant le passage du caniveau. Donc on ne sait pas construire les caniveaux pour atteindre l'autre côté de la route. Et ça pénalise la progression normale des travaux. Nous devons prendre nos responsabilités. CEP Congo doit être dans les limites qui lui sont reconnues par les textes. Il ne peut pas aller au-delà. Aller au-delà, c'est bloquer le projet. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Car cette route est très importante pour désengorger le boulevard Lumumba. De manière concrète, nous allons agir sur le gouvernement. Nous sommes au-dessus du gouvernement. Nous allons imposer à tous les acteurs, y compris les ministères qui s'occupent de ça, pour que tout soit respecté. C'est ce que nous allons faire. Le moratoire du ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani-Louko appelant les assemblées provinciales à suspendre les motions et les pétitions durant la période de la guerre afin de faire face à la crise qui secoue les institutions provinciales suscite déjà des réactions. À Kinshasa, la société civile joint sa voix à celle de l'opposition pour demander le retrait pire et simple de cette décision qui, selon elle, viole la loi sur la libre administration des provinces. Suivez un extrait choisi par Tonine Solamesso. Le rôle des députés sont bien connus. De voter les édits, de faire un contrôle parlementaire et des vacances parlementaires. À l'issue de ces vacances, les députés doivent présenter son rapport auprès de la plénière qui doit être adopté et les résolutions devront être prises en conséquence de l'exécutif. Alors si aujourd'hui on dit que les assemblées ne peuvent plus, en tout cas faire de motions, c'est une violation. Parce que ça fait partie des sanctions que le député doit donner à l'exécutif provincial. Ça signifie qu'aujourd'hui, l'autorité provinciale peut se permettre de faire du n'importe quoi parce qu'il sait qu'il est protégé par le gouvernement central.
Et à ce moment-là, le peuple ne sait plus à qui se vouer ou comment faire un suivi citoyen. Alors que notre rôle en tant que société civile, c'est de faire un suivi citoyen. Nous devons dire que la décision du ministre de l'Intérieur, c'est une mesure illégale parce qu'il n'a pas d'interférence à faire aux assemblées provinciales et par ricochet, il doit revenir sur cette décision-là parce que ça risque de devenir une situation très alarmante dans une approche où on va calquer le ministre de l'Intérieur à se comporter comme un dictateur vis-à-vis des institutions qui sont démocratiquement élues. Elle est vraiment illégale et ça viole non seulement la constitution de notre pays, mais ça viole également la loi portant sur les principes fondamentaux sur la libre administration des provinces. Désormais, nous sommes un État unitaire centralisé. Le régionalisme constitutionnel veut que les provinces soient dotées de la personnalité juridique et que le gouvernement central aussi est doté de la personnalité juridique. Mais lorsque déjà le gouvernement central confisque le pouvoir lié aux provinces, donc ça crée que du désordre. Et ce désordre-là n'est pas un désordre d'ordre fonctionnel, c'est plutôt d'ordre politique. Et c'est la politique qui ne veut pas que nos provinces soient gérées d'une manière orthodoxe. Face aux inondations récurrentes sur le boulevard Triomphal, notamment autour du Palais du Peuple, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, a annoncé la fin des travaux de réhabilitation du pont Kabu d'ici 30 jours. Une réponse urgente et ciblée pour mettre un terme à ce fléau qui perturbe la circulation et menace les infrastructures stratégiques de la capitale congolaise. Suivez-le dans ces propos recueillis par notre consoeur Eunice Kimpembe. Vous savez que ça, l'inventaire par rapport à Yamoula Nenge Betaki, total Nengeni voirie et s'est comporté par rapport à des inondations par-ci par-là. Bon, tout n'était que dans l'ensemble, il y a eu des avancées parce que tant de coulements et d'inondations, ils ont réduit sensiblement. Il y a des points d'ailleurs où les lots observé zéro inondation, on a quand même Kitambo. Et Tobanzi était des travaux de curage, vous avez amorcé dans le cadre de travaux d'urgence. Ils ont fouta. Mais particulièrement place vous allez parce que l'inondation et ça la généralement côté à Palais du Peuple et Mataki. Bon, bien que tant de coulements ils ont qui mouqué, donc avancé dans Makasi, mais il faut rassurer la population quinoise que la Simanabiso à Pont tout ça à Pont Kabi au Baebi, l'avenue Kassavubu, ils allaient presque à maturité. Dans 30 jours, au Fungola, Nzela, c'est-à-dire que Maï on a coulé sous facilement. Mais déjà, te féliciter, particulièrement aussi l'accompagnement de la CGT, où il y a la direction provinciale à Kinshasa, on a suivi à Misala, Tobanzi et Mikoko, problématique où on a parlé du peuple vous a résolu définitivement. Dans base à la Mité Marokita, Kinshasa, ils allaient pour avancer. Où à lobby, il y a moins à l'éloter. À Katogota, dans le territoire d'Uvira, en province de Sud-Kivu, les pluies diluviennes, accompagnées des vents violents, ont laissé plus d'une centaine de ménages sans abri. Selon les organisations locales, dans l'UPDI et le RLCP, 143 maisons ont été totalement détruites, ainsi que 2 écoles primaires et une église de la 8e CEPAC. Plusieurs habitants sont également portés disparus, emportés par les eaux de la rivière Ruzizi en crue. Les organisations locales appellent à une intervention urgente des autorités et de partenaires humanitaires afin d'apporter assistance aux sinistrés. En culture, l'artiste musicien Fally Ipupa a coupé court aux rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux faisant état d'un soutien du gouvernement à hauteur d'$1 million américain pour sa prochaine production prévue au Stade des France le 2 mai 2026. Dans une mise au point, la star de la rumba congolaise a précisé que l'événement est entièrement financé par son équipe et ses partenaires privés, appelant ainsi le public à se concentrer sur l'essentiel plutôt que sur la polémique sur les réseaux sociaux. Fally Ipupa intervenait hier jeudi 6 novembre sur les ondes de la radio Top Congo. Suivez. Le taux de remplissage, je pense qu'aujourd'hui, on est à quasiment 99% des remplissages. Souvent, moi, je réponds pas aux polémiques parce que je trouve que parfois, la meilleure réponse, c'est le silence. Mais bon, sur ce genre de sujet, pour le respect du peuple congolais, ma carrière, vous savez, j'ai travaillé durement pour arriver là où je suis aujourd'hui. Je vais faire mon Stade de France. Je voudrais pas que les gens viennent suyer ma carrière. Donc ça, c'est pour le respect des gens que je vais me permettre de répondre. D'abord, premièrement, le concert, moi je joue
comme professionnel. J'ai un producteur, c'est-à-dire un organisateur qui a organisé le spectacle. Et le producteur en question, c'est lui qui avait organisé U Arena. C'est lui qui avait organisé le concert de Burna Boy. Après moi, il organisera d'autres. Il a d'autres artistes qui vont se produire là-bas. C'est-à-dire que c'est des gens professionnels. Moi, je suis pas dans la démarche où il faut toujours. Je préfère parler en lingala. Pour essayer que ça soit sonité. Côté réponse. Pour moi, soni mingi. On a le bon en lingala. Bon, en tout cas, bateau pour la bateau balingarangai bouye baké. D'entrée de jeu, concert à Fali, ils en ont besoin de que mutu moya pour soutenir Poisangui, $2 Yorotia par carte, $3 Yako Sali l'euro mobile. Non, on n'a pas besoin parce que concert, ils ont dit déjà, tâchez tout choix. Ba matériel, ba si ba loua, stade c'est louama, ba billet d'avion c'est sombama, bilamba c'est sombama. Ceux qui va soutenir concert, en tout cas, je ne suis pas au courant. Mais je n'ai pas vu que tant que Bornabo a Betaki, Congolais, parce que je ne sais même pas si c'est vrai, si vraiment le ministère de la Culture, il parle de l'Ouania qui est officiel, je ne sais pas quoi. Je n'ai même pas besoin de rentrer dans ce genre de trucs. Je suis focus pour les concerts. C'est par cette information des arts et cultures que nous mettons un point final à ce journal. Voici le rappel des titres. COP30, la République démocratique du Congo, pays solution, Félix Tshisekedi alerte sur la guerre contre l'écologie dans la partie est de la RDC. L'agression rwandaise porte gravement atteinte à la lutte contre le réchauffement climatique. Le chef de l'État congolais attire l'attention du monde sur l'écocide dans son pays. À l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara dépose sa candidature au poste de président de cette institution. Candidat unique de la majorité parlementaire, Aimé Boji était accompagné de plusieurs élus nationaux de l'Union sacrée de la nation. Et puis Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki rassure sur l'achèvement des travaux du pont Kabu. Selon le gouverneur de la capitale congolaise, l'ouvrage pourrait être prêt dans 30 jours. Voilà tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Surtout, bon week-end chez vous. Merci de continuer de suivre le programme de votre chaîne Congo 26 Télévision. Vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, messieurs, bonsoir.